Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'accueillir Valérie Donzelli, invitée d'honneur du festival pour cette traditionnelle masterclass qui exceptionnellement a lieu aujourd'hui, jeudi, alors que en principe c'est le vendredi, mais demain étant jour férié, voilà. Donc je vous remercie d'être présent. Juste pour vous dire aussi que pendant tout le week-end jusqu'au dimanche, vous pouvez découvrir l'ensemble de ces longs métrages. Demain, de façon tout à fait exceptionnelle, parce que je crois que c'est la première fois qu'on peut voir l'intégrale de la série Nona et ses filles que Valérie a réalisée pour Arte. Donc n'hésitez pas, c'est demain après-midi les 3 premiers volets à 14h, ça dure 4h30, c'est comme 3 séances, c'est-à-dire vous pouvez aussi, si vous ne connaissez pas, venir voir une séance, voilà, ou faire l'intégrale toute la journée à partir de 14h. Ça vaut le coup, c'est vraiment... moi j'adore, j'ai découvert, j'avais pas vu à ce moment-là, mais je viens de les découvrir et vraiment j'adore. Et voilà, et ce soir à 19h, vous pourrez voir le premier long métrage qu'elle a réalisé, donc qui est La Reine des Pommes, et qui est aussi un beau moment de bonheur. Voilà. Et je crois que je remercie aussi Gérard Barbier, je ne le vois pas, mais je ne sais pas s'il est présent, en tout cas, voilà, là-haut. Donc l'Université pour tous de l'Artois. Remercier toute l'équipe du service culturel, Laurence Buteau, je ne sais pas, je ne la vois pas. En tout cas, tout, voilà, là-bas. Donc, pour ce beau partenariat autour du festival. Et puis, bien sûr, Brigitte Buffard-Moret, à qui je passe la parole, puisque c'est l'université et le festival, c'est une très vieille et très longue histoire. Madame Valérie Donzelli, Monsieur Samuel Douer, Monsieur Éric Millot, cher public, aujourd'hui, comme chaque année, si nombreux à venir assister à la leçon de cinéma en ces murs, au nom du président de l'Université d'Artois et du service culturel et en tant que chargé de mission à la culture, je vous souhaite la bienvenue à l'Université d'Artois. Madame Donzelli, lorsque j'ai appris que ce serait vous que j'aurais l'honneur d'accueillir aujourd'hui, tout s'est mis à pétiller autour de moi. Car ce n'est pas tous les jours qu'on s'adresse à la Reine des Pommes. Bien sûr, vous pourrez me répliquer que c'est présenté d'une manière bien réductrice l'interprète de 55 films, dont 29 avant la fameuse Reine des Pommes, et la réalisatrice de 9 et bientôt 10 courts et longs métrages. Mais si vous me permettez de filer la métaphore, je dirais que la Reine des Pommes avait en germe toute votre œuvre de créatrice et que de pomme en pommier, vous vous êtes épanouie tout en restant fidèle à tout ce qui a conquis les spectateurs de votre premier long métrage. Récapitulons donc ce qui nous charme dans votre œuvre. Tout d'abord, des gags incongrus qui font passer du grave au burlesque, du dérangeant au comique, du quotidien au poétique, avec, par exemple, les plaisanteries à la fois glaçantes et irrésistibles, poussant le spectateur à regarder le cancer en face dans La guerre est déclarée, ou les séquences troublantes, mais ô combien désopilantes, avec le personnage exhibitionniste de la fameuse Reine des Pommes, ou encore le ballet des gestes en miroir des deux amoureux aimantés l'un à l'autre dans Main dans la main. Ensuite, un sens du rythme endiablé. Les personnages courent à perte haleine, grimpant ou dégringolant à toute vitesse des volets d'escalier, que ce soit dans les couloirs de l'hôpital de La guerre est déclarée, à travers Paris, dans La Reine des Pommes ou dans Notre-Dame, ou de la plaine à la forêt pour Marguerite et Julien. Et quand ils ne courent pas, c'est qu'ils dansent, comme dans Main dans la main. Ensuite encore, cette fantaisie, héritée de cinéastes qui vous sont chers, engendrant décalage et poésie. Comme chez Demy, la chanson se mêle aux mots du quotidien dans presque tous vos films. Et comme lui, vous savez teinter les moments les plus tristes des couleurs les plus acidulées.
Comme chez Truffaut, la voix off distille son charme envoûtant, de la Reine des Pommes à Nona et ses filles. Et il y a du Pierre Étex dans les intertitres et les scènes muettes du téléfilm Que d'amour, adaptation libre du jeu de l'amour et du hasard. Et dans Marguerite et Julien, il me semble qu'on peut sans doute voir un clin d'œil au Rappeneau des mariés de l'an 2 dans la manière dont vous filmez les courses folles et amoureuses du frère et de la sœur, qui rappellent celles de Laura Antonelli et de Samy Frey, frère et sœur tout aussi incestueux dans les mariés de l'an 2, ce dernier, Samy Frey, étant d'ailleurs présent dans un rôle très différent au générique de votre propre film. Enfin, et c'est peut-être là l'essentiel, La Reine des Pommes est le premier d'une longue série de portraits de femmes revendiquant leur fantaisie comme leur liberté. Et cela donne, entre autres, les personnages de Maude Crayon dans Notre-Dame, menant de front évolution professionnelle vertigineuse et vie familiale pour le moins turbulente, le personnage de Juliette dans La guerre est déclarée, faisant face courageusement, voire rageusement, à la maladie de son enfant, ou Nona, la septuagénaire, mère de triplés de 44 ans et jonglant entre militantisme au planning familial et grossesse pour le moins inattendue. Pour conclure, vous êtes la reine de la comédie. Cette comédie dont vous avez dit récemment qu'elle est de la pudeur et qu'on peut tout raconter par ce biais-là. Et parce que vous nous offrez l'émotion, le rire, la poésie, la loufoquerie, le charme, bref, tout ce qu'il faut pour transcender notre vie de tous les jours, Madame, nous vous remercions d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, juste pour vous signaler que c'est un moment important pour nous, puisque c'est la première fois que cette leçon de cinéma, comme on l'appelle, est réalisée en partenariat avec l'hebdomadaire Télérama. Donc c'est, je pense, le début d'une longue histoire, même si on a des liens déjà depuis longtemps. Et c'est Samuel Douer donc, qui animera cette rencontre, et je vais lui passer la parole. Merci beaucoup. Merci, Madame, pour cette très belle introduction. Franchement... c'est dur de prendre le relais. On a vraiment très bien présenté votre œuvre, Valérie. D'ailleurs, bonjour, merci d'accepter d'être présent aujourd'hui pour cette leçon de cinéma. Alors, c'est une leçon de cinéma, mais on va un peu parler des deux côtés de la caméra, puisque vous avez démarré devant la caméra comme actrice. Oui. Ma première question, c'est est-ce que dès le départ, quand vous avez voulu devenir actrice, c'était dans l'idée, c'était la première étape pour devenir réalisatrice, ou c'était une pure volonté d'être actrice ? Alors non, c'est marrant parce que vraiment pas du tout. Je pense que je suis une actrice ratée qui s'est mise à faire des films en fait. Mais c'était pas du tout, j'avais pas du tout la volonté de faire des films. Non, j'y avais vraiment pas du tout pensé, non. En quel sens vous vous considérez comme une actrice ratée ? Non, mais quand je dis ça, c'est parce que je pense que j'ai plus joué dans mes films que dans les films des autres au final. Enfin, après, j'étais très impressionnée par les chiffres qui ont été annoncés des films dans lesquels j'ai joué. Je ne me souviens pas du tout avoir fait autant de films, donc c'est toujours un peu surprenant. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que peut-être si j'avais eu une carrière d'actrice qui s'était envolée comme ça, et puis peut-être que si j'avais surtout pas eu peut-être la maladie de mon fils, peut-être je ne serais pas devenue réalisatrice, j'en sais rien. En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis... réalisatrice de cinéma, que je fais des films, que j'adore ça, et que c'est un endroit d'épanouissement total. Et voilà. Mais c'était pas, je suis pas devenue actrice pour être réalisatrice, non, pas du tout. C'était une vraie volonté d'être actrice à la base. Oui, alors d'abord qui venait d'où cette volonté ? En fait, non, au départ, c'était pas une vraie volonté. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une histoire que j'ai souvent racontée, qui est assez étrange, parce qu'il y a souvent des histoires de sœurs chez les actrices. Et moi aussi, j'ai une histoire de sœur, puisque j'ai commencé à jouer, à faire du théâtre petite, parce que ma sœur voulait faire du théâtre et qu'elle était timide. Et donc, elle m'a dit, viens avec moi, on va en faire ensemble, parce qu'on avait juste 1 an d'écart.
Et donc, je me suis retrouvée à commencer le théâtre comme ça avec elle, et on faisait partie d'une petite troupe amateur, et on a fait des pièces avec l'école, on jouait dans la salle des fêtes de notre banlieue parisienne du Val-de-Marne. Et puis un jour, la prof a voulu faire des prix, donc elle avait invité des acteurs, il y avait un jury et tout, et j'ai eu le premier prix d'interprétation. Je jouais Angélique dans Le Malade imaginaire. Et ma sœur jouait Bélise, donc ma marâtre. On avait à peu près 12 ans ou 11-12 ans, donc on était quand même assez jeunes pour jouer ces rôles-là. Et ma sœur a eu le deuxième prix d'interprétation. Sauf que ma sœur avait dit très, très tôt qu'elle voulait être actrice. Et en fait, je me suis sentie un peu coupable. Et j'ai dit que moi, j'arrêtais. Et pour pas lui faire don, enfin, je sais pas, je pense que j'ai vraiment culpabilisé, un vrai truc, voilà. Et donc, j'ai décidé d'arrêter en ayant quand même une sorte de tristesse en moi. Et puis, elle a continué, puisqu'elle voulait vraiment faire son métier. Et moi, je me suis dit que j'allais faire autre chose, des décors. Enfin, j'avais envie de faire quelque chose. J'avais compris que quand on était adulte, il fallait faire un métier qui nous plaît, dans lequel on s'amuse, parce que c'est là où on passait le plus de temps. Donc, je voulais faire un métier qui me plaît et qui m'amuse, et je m'étais dit, ce sera dans le spectacle. Alors, toute petite, j'avais envie d'être plutôt danseuse de claquettes ou un truc plus comme ça. Et puis après, je me suis dit, bon, je ferai des décors, je vais faire de l'architecture parce que je pourrais faire quelque chose d'un peu plus... Donc j'ai commencé des études d'architecture. Ma sœur, elle faisait ses études de théâtre, et puis elle est tombée enceinte très jeune, et elle a dit cette phrase étrange, d'ailleurs, pour moi, puisque après, ça a été tout l'inverse dans ma vie. Elle est tombée enceinte et elle m'a dit, voilà, je vais avoir cet enfant, et donc je vais arrêter mes études de théâtre parce qu'on ne peut pas être actrice et être mère. Et je lui ai dit, si t'arrêtes, moi je serai actrice. Donc j'ai arrêté mes études. Là, mon père était terrorisé, il l'a très très mal vécu, parce que lui, il venait d'un milieu artistique, son père était peintre, et il a souffert de cette misère artistique. Et donc il avait peur pour moi, tout simplement. Ça, c'est une discussion que j'ai eue avec lui il n'y a pas longtemps. Et donc, il ne m'a pas du tout encouragée. Ma mère, elle m'a plutôt encouragée. Enfin, bon, bref. Et puis, j'ai arrêté mes études. Et là, ça a été assez compliqué parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'avais quand même 23 ans. Donc, à l'époque, les conservatoires, tout ça, c'était des choses qui avaient des limites d'âge plus... à 24 ans. Maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est 26 ou 27 ans. Et donc, je les ai passés, j'ai tout raté. Enfin, vraiment, j'ai vraiment tout raté. Et puis après, je me suis dit, je vais passer les concours que ma sœur a passés, à savoir les conservateurs municipaux. Et là, j'ai tout réussi. Donc, j'étais contente quand même. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça avec le conservatoire du 10e. Et puis, j'ai commencé à jouer dans des films, des petits courts-métrages. Et puis après, j'ai rencontré Jérémy Elkaïm qui m'a dit, mais tu devrais écrire, t'es faite pour ça. Et donc, je me suis mise à écrire comme ça. Avant même d'avoir eu un premier vrai rôle au cinéma. Ouais. Et puis après, j'ai fait Martha Martha. En fait, tout ça est arrivé en même temps. Et puis, j'ai fait Martha Martha. Et puis, je suis tombée enceinte. Donc, et avant Martha Martha, j'ai commencé à faire un court-métrage, mais qui n'était pas en fait un truc... vraiment, j'étais pas très motrice de ce truc-là. C'était un truc un peu bizarre, je pense. Puis d'ailleurs, le film n'a jamais vu le jour parce le producteur a fait faillite. Le film c'est jamais terminé. Le film était raté. Enfin, mais j'ai tout appris avec ce film. Et ce que j'ai appris, c'est que je ne retravaillerai plus jamais comme ça, c'est-à-dire avec des professionnels de la profession et des gens, une grosse équipe. Enfin, c'était pas du tout mon truc, quoi. Et puis après, mon fils est tombé malade, et ça a vraiment tout changé dans ma vie, parce que j'ai eu un rapport au temps et à l'adversité complètement différent. Et ensuite, j'ai compris que le cinéma, c'était une façon pour moi de ne pas mourir, enfin de laisser quand même de laisser une trace, en fait. Et je crois qu'à la fois l'adversité, le rapport au temps, de se dire finalement, la vie est immense et on peut surmonter... Tout me paraissait pas très compliqué, je sais pas comment dire. Et puis j'avais besoin de raconter des choses. Et puis surtout, quand il m'est arrivé cette histoire, je me suis dit, si ça m'arrive à moi, c'est un jour je ferai un film de cette histoire. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu mystique là-dedans, mais je pense qu'en fait, c'est tellement irrationnel tout ça qu'on essaie de trouver on s'accroche à des croyances, à des choses pour pas complètement sombrer, quoi. Donc, je pense que ça a été pour moi le chemin de la
la résilience, en fait, ça a été de me dire, j'ai un message à transmettre, j'ai quelque chose à faire. Je ne sais pas quoi, mais je vais le faire, quoi. Avant de revenir sur ce très beau film, on va quand même reparler un peu de votre travail de comédienne pour les autres, et notamment, je sais que c'est un film qui est très, très cher à votre cœur, c'est Martha Martin. Oui. On va d'abord regarder un extrait du film, et ensuite on va un peu discuter de votre rôle et de votre interprétation dans le film de Sandrine Vesset. C'est là ? Ça va arriver, oui. Ou sinon là. Je pense qu'on va le voir. Ah, c'est là. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Passer dans le coin? Tu vis où? Ça bouge tout le temps. J'ai une petite fille, elle a 6 ans. Tu sais, maman, je réclame lui, mais... Maman, je voulais... C'est pas grave, Marie. La prochaine fois, vous venez bien à Noël avec les enfants. Moi, c'est Martin. Tu sais bien, Marie, t'es en Espagne. Tu sais bien, Marie est en Espagne. Pas dire, tu sais bien, c'est Martha, ta fille. Martha, ta fille. Ça vous écorche la bouche de dire Martha? Martha, Martha, Martha! Chers parents, alors, avant de parler plus précisément du film, quand vous avez voulu devenir comédienne, est-ce que vous aviez des modèles? Est-ce qu'il y a vraiment des figures, des grandes actrices qui vous ont inspiré plus que d'autres? Non. C'est bien. Non, bien. mais c'est... En fait, non, à ce moment-là, j'en avais pas. Après, maintenant, il y a des actrices que j'adore, mais non, j'avais pas de modèle, j'étais pas fan, j'ai jamais eu d'idole comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai des actrices dont j'admire. D'abord celles avec qui je travaille, et puis plein d'actrices. Voilà, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling, voilà, celles qui ont un peu bercé mon enfance comme ça. Mais je me suis pas, j'ai pas fixé sur elles en me disant comment elles travaillent. C'est maintenant que je vois plus le travail. Comment se passait le travail sur ce film avec Sandrine Vesset? Est-ce qu'on était dans un cadre d'un scénario très très écrit? Est-ce qu'il y avait un petit peu d'improvisation? Est-ce que vous aviez une certaine liberté en tant qu'actrice? Ou Sandrine Vesset attendait des choses de vous? Alors Sandrine Vesset, alors à l'époque déjà, c'est vraiment le premier film que j'ai fait. Donc c'est un film qui est tourné en pellicule. Il y avait 3 mois de tournage, ce qui est énorme. Aujourd'hui, ça n'existe plus de faire un film comme ça. Aussi arty, aussi auteur, avec le budget qu'elle avait, parce que c'était quand même un film, voilà, un vrai film du milieu, ce qu'on appelle les films du milieu, c'est-à-dire qu'à l'époque, le film devait, je pense, le budget du film, ça devait être 3-4 millions de francs, quelque chose comme ça, c'était encore les francs. Les francs, oui. 4-5 millions de francs, je pense. Donc c'était vraiment le film du milieu, les films qui n'existent plus aujourd'hui, enfin qu'on a vraiment du mal à faire. Donc c'était un film tourné en pellicule, on tournait à peu près 1 séquence par jour, 1 à 2 séquences par jour. Donc tout ça pour dire qu'on était dans un rythme de travail vraiment où on réfléchit, où on cherche où on va poser sa caméra, etc. Donc Sandrine est quelqu'un d'extrêmement précise et artiste. C'est quelqu'un qui peint aussi très bien. Donc elle a un rapport à l'image, tout ça est très important pour elle. Donc la lumière, tout ça prenait du temps, c'était... Et ensuite, c'est quelqu'un qui m'a fait venir sur le décor pour que je vive dans la maison de Martha, etc. Que dans le film, je travaille sur les marchés, je vends des fripes, donc j'allais trier les fringues. Enfin, vraiment, je suis venue 1 mois avant le début du tournage pour m'imprégner en fait de la région. Du rôle, de tout ça. Donc il y avait une sorte d'immersion comme ça, où Yann Goven était là aussi et tout. Et ensuite, c'était assez précis. Non, le scénario était très écrit.
Il était adapté d'un livre, d'ailleurs. Je ne me souviens plus du titre du livre. Et elle laissait une forme de liberté dans le sens où c'est la liberté de l'interprétation. Par exemple, quand je fais le chat et que je fais comme ça vers le père, ça n'était pas écrit. Mais les choses étaient quand même très précises, très écrites et très dirigées, très cadrées. Est-ce que sur cette expérience en particulier vous sert encore aujourd'hui, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire que le travail de Sandrine Vesset avec les acteurs ou sa manière de mettre en place ces scènes, est-ce que c'est quelque chose qui vous sert encore aujourd'hui, qui vous a inspiré ? Je ne suis pas sûre de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'être actrice m'aide dans mon rapport aux acteurs. Parce que je suis fait du même bois d'une certaine façon. Donc, je ne suis pas impressionnée par les acteurs, dans le sens où j'ai l'impression qu'on est du même côté. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime jouer dans mes films, c'est pour faire partie de la bande des acteurs. C'est quand même assez plaisant. J'adore les acteurs, c'est quand même un endroit de jouer la comédie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi, d'extrêmement réjouissant, de très difficile, mais de magnifique. Donc je pense que ma part d'actrice, en fait, m'aide dans ma façon de diriger les acteurs. Et je pense que c'est une des choses les plus difficiles, c'est la direction d'acteurs sur un film. Vraiment, trouver les bons acteurs pour les rôles, réussir à... Je me tourne un peu par là parce que j'ai l'impression d'être tournée comme ça, du coup je vois pas tout le monde, mais trouver les bons acteurs, réussir à communiquer ce qu'on a en tête, leur faire confiance aussi sur leur part à eux d'interprétation, parce que je crois que quand on fait des films, on est un peu comme un chef d'orchestre, donc on dirige à la fois les techniciens, mais aussi les acteurs qui font partie d'une certaine façon des techniciens, même si c'est pas technique forcément, quoique. Mais donc oui, je dirais que le fait d'être actrice m'aide dans mon travail de cinéaste. À partir du moment où, donc, sur les conseils de Jérémy Elkaïm, vous aviez écrit vos histoires, quand décidez-vous de passer vraiment à la réalisation et de tourner La Reine des Pommes ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce passage Oui, alors c'était... D'abord, j'ai fait un court-métrage, et donc je sais, c'était vraiment une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, je crois que je n'ai commencé à faire des films que parce que c'était impossible de ne pas faire autrement. Et donc, le premier film que j'ai fait, ça s'appelle « Il fait beau dans la plus belle ville du monde ». J'étais enceinte de ma fille Rebecca, et on se séparait avec Jérémy, et je voulais avoir une trace heureuse de cette grossesse. Et donc, j'ai décidé de faire un film pour elle, pour quand elle serait plus grande. Donc, il y avait déjà l'idée de laisser une trace. Et le film lui est dédié, et voilà, et c'est une comédie autour d'une fille qui est enceinte de 9 mois, qui est seule, et qui communique avec un artiste qu'elle vénère. Et à l'époque, c'était MySpace, donc c'était une espèce de messagerie comme ça date un peu. Et le type répond, elle répond, et puis ça finit en rendez-vous, sauf qu'elle n'a pas dit qu'elle était enceinte, parce qu'il n'y avait pas à le dire, en fait. Et donc, pendant tout le rendez-vous, elle essaie de cacher son ventre. Enfin, voilà, donc elle se cache derrière les colonnes de Buren, etc. Le film est très burlesque. Et à la fin, ils se rencontrent sur leurs difficultés à tous les deux. C'est-à-dire, lui est très angoissé, elle est très handicapée dans sa vie. Enfin, voilà, et c'est le début peut-être une histoire d'amour. Et le film est très romantique comme ça. Et c'est Serge Ozon qui joue le rôle du compositeur. Et le film a été fait de façon totalement artisanale parce qu'en étant actrice, j'ai rencontré des techniciens, des chefs opérateurs, des gens que j'ai croisés dans mon parcours d'actrice sur les films. Et là, c'était Céline Boson. Et j'en ai parlé à Céline et je lui ai dit, tu veux bien faire un film avec moi ? Je lui ai donné le scénario, elle l'a lu, elle m'a dit, vas-y, on y va et tout. Je dis, mais j'ai pas d'argent, comment on fait pour faire comme du Technicolor, comme Marilyn Monroe et tout ? Elle me dit, on va tourner en Super 8. Je dis, c'est super, on va faire ça. Donc on a tourné en Super 8, on était 3. Et puis, j'ai financé le film toute seule. Et ensuite, j'ai trouvé Bénédicte Couvreur, qui a bien voulu le finir, dans une boîte qui s'appelait Balthazar. Elle travaillait à l'époque avec Jérôme Dopfer. Bénédicte Couvreur, maintenant, c'est la productrice de Céline Sciamma. Et donc, elle a fini le film. Et puis, le film n'allait nulle part, dans aucun festival et tout. Donc, j'étais déprimée. Je me suis dit, mais c'est nul de faire des courts-métrages, parce qu'en fait, personne ne les voit. Donc, en fait, je vais refaire un film et ce sera un long-métrage parce qu'au moins, ça sortira au cinéma. Donc, j'ai vraiment une insouciance totale. Vous aviez la foi, hein ? Voilà, j'avais la foi, parce que franchement, c'est quand même très compliqué. C'est plus compliqué que ça. Et donc, j'ai commencé à... Et là, entre-temps, Bénédicte Couvreur quitte Balthazar. Et donc, je me retrouve avec Jérôme Dopfer. Je dis, voilà, je vais partir à New York.
Enfin voilà, j'avais une copine qui partait vivre à New York, elle me dit viens me voir, et je lui dis non, je suis désolée, moi je suis trop déprimée pour aller à New York comme ça. Donc si je viens à New York, c'est pour faire un film. Et j'ai commencé à écrire la fin de La Reine des Pommes. Et je suis partie à New York en racontant que j'allais faire un film. J'ai emprunté une caméra, j'ai taxé de l'argent à je ne sais plus qui pour m'acheter le billet d'avion, pour payer celui de Céline. Je lui ai dit, viens avec moi, on va faire un film à New York et tout. Et hop, on est partis toutes les deux et on a filmé la fin de La Reine des Pommes. Et quand je suis rentrée, j'ai écrit le début du film, enfin tout le film en fait. Et j'ai dit à Jérôme Dopfer, on tourne dans 3 semaines. Et il m'a dit, non, vous prenez le CNC, je dis non. Moi, je ne peux pas attendre en fait. Parce qu'après, Céline, elle va faire le film de Cédric Kahn, et je n'aurai plus de chef opérateur, donc c'est maintenant qu'on le fait. Et là, il m'a dit, mais comment? Je dis, tu vas me faire un budget, et puis moi, je vais trouver l'argent. Et donc, je lui ai dit, voilà, on sera 4 personnes, donc combien ça coûte de nourrir 4 personnes et de les payer un petit peu et tout ça. Donc, il m'a fait un budget, il m'a dit 7 000 €. Oh. Je dis, très bien. Moi, j'ai emprunté 3 500 € à mon cousin. Et je crois que lui, il a mis la suite. Et voilà. Et donc, j'ai fait La Reine des Pommes. Et entre-temps, mon court-métrage a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc ça, c'était l'énorme surprise, quoi. Et oui, puis, vous aviez eu plein de refus, par ailleurs. Partout. Tous les festivals de court-métrage, aucun n'avait voulu du film. Personne n'en voulait. Ouais. Et puis, le Festival de Cannes le prend. La quinzaine des réalisateurs. Donc, j'étais très contente et tout. Et puis j'avais déjà tourné La Reine des Pommes, donc j'étais encore plus contente. Jérôme Dopfer encore plus. Et donc on a fini le film comme ça de La Reine des Pommes, qui a eu l'avance sur recette après réalisation. Puis après le film est sorti, il est allé à Angers, puis il a eu des prix, il a été un succès critique et tout ça. Et par contre, La Reine des Pommes, je l'ai fait en me disant moi le film que je voulais faire depuis toujours, c'était La Guerre est déclarée, mais je savais que c'était trop compliqué. Pas pour un premier film. Je savais que le film était compliqué parce que la maladie, comment raconter ça, etc. Donc il a fallu du temps en fait. Et après le succès de La Reine des Pommes, j'ai pris cette fenêtre de tir pour me dire c'est le film que je ferai après. Et puis Jérôme Dopfer n'a pas voulu le produire. Et donc là, j'ai fait de la tournée des producteurs et c'est Édouard Veil qui m'a dit, alors que je lui racontais un autre projet avec Georges Clooney, il m'a dit très bien, mais là maintenant on fait quoi? Et j'ai raconté La Guerre est déclarée. Il m'a dit, moi je veux produire ça, tu veux tourner quand? J'ai dit en octobre. On était au mois d'avril. Et j'ai tourné en octobre. D'accord. C'est bien. Il y a des producteurs quand même qui sont courageux. C'est très bien. Pour en revenir à la Reine des Pommes, donc si je comprends bien, vous avez vraiment fait le film avec quasiment rien. C'est-à-dire que l'aide de l'avance sur recette après réalisation, c'était le budget du film, quoi. Ouais, il ne faut pas le dire. Mais ouais, en gros, ouais. D'accord. Et alors, cette idée de tourner un peu dans l'urgence, comme ça, quoi qu'il arrive, animé par la foi, quoi, on va dire. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, selon vous, de pouvoir tourner comme ça? Bah oui, parce que mais ça dépend des projets, en fait. C'est comme pour tout. J'ai fait une petite masterclass là, pour le Conservatoire national de Paris, celui que j'ai raté. Donc j'étais très contente qu'on m'appelle pour faire une masterclass là-bas. Et je me suis donné un exemple auprès d'eux qui avaient tous réussi l'entrée au Conservatoire national. Et je leur ai dit, voilà, moi, je suis l'exemple de quelqu'un qui a raté tous les concours nationaux. Alors, ça les a beaucoup rassurés. Et donc, je devais faire une masterclass comme quelque chose autour de la direction d'acteurs au cinéma. Et je dis à la directrice du conservatoire, je leur dis, moi, je veux bien faire ça. Mais pour ça, il me faut une caméra et il me faut quelqu'un qui prend du son parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc, j'ai réussi à soutirer de l'argent un petit peu pour payer un ingénieur du son et un chef opérateur. Et je les ai fait travailler sur un livre que je voulais adapter au cinéma. Et en fait, on a fait un film, mais complètement à l'arrache. C'était pas du tout prévu. C'était pas du tout dans mon contrat de travail. Et en fait, j'ai fait un film de 21 minutes avec eux, qui est génial, que j'adore, où ils sont extraordinaires, et qui est un film d'école que je ne peux pas sortir ni le mettre dans les festivals, parce que je n'ai pas les droits des musiques, j'ai rien. Mais en tout cas, le film, il existe, et je vais le présenter là à la rentrée, avant Noël. Et ça, c'est un film que j'ai fait dans cette énergie-là, en fait. Et ça fait du bien de la retrouver, cette énergie. Alors après, plus on fait des films, et plus c'est compliqué de garder cette énergie, parce que... Voilà, d'abord, on a envie aussi de faire des choses plus complexes en mise en scène, de raconter des histoires peut-être plus élaborées.
Et puis, parce qu'on obtient de l'argent plus facilement aussi. Donc, c'est tout ça, voilà. Alors, on va essayer de retrouver cette énergie. On va regarder un extrait de La Reine des Pommes pour retrouver un petit peu ce que vous avez voulu faire dans ce film et cette espèce d'insouciance de la jeunesse. Bonjour. Bonjour. $15,80. Tenez. Pauline, tu peux venir en caisse, s'il te plaît? Bah, il est pas à votre nom, le chèque. Oui, mais c'est à mon fiancé. Bah, ça change rien, ça va pas être possible. Mais j'ai sa pièce d'identité. Vous avez un autre mode de paiement? Ah ben non. Denis! Mais Nadine, qu'est-ce qui se passe? Elle a un chèque qui est pas à son nom et elle a que ça pour payer. Oui, mais j'ai la pièce d'identité. Allez, Merci. dégage. Oui, toi, tu dégages, allez! Fais ta vie et n'attends rien des autres. Fais ta vie loin des mauvais apôtres. Fais ta vie, marche tout droit, tu verras. Fais ta vie sur ton chemin, avance. Crois en lui, c'est pour demain la chance. Crois en toi, garde ta foi, ça ira. Car la foi donne un pouvoir merveilleux, voler avec ses propres ailes. En un mot, se dépasser dans un ciel bleu, loin des rampants collés au sol en ribambelle. Fais ta vie loin des idées reçues, dans la nuit des choses mal perçues par les autres, tant que mauvaises pour toi. Car la foi donne un pouvoir merveilleux, voler avec ses propres ailes. En un mot, se dépasser dans un ciel bleu, loin des rampants collés au sol en ribambelle. Fais ta vie loin des idées reçues, dans la nuit des choses mal perçues par les autres, tant que mauvaises pour toi. Fais ta vie, marche droit, ça ira. Fais ta vie, tu verras, ça ira. Toujours aussi plaisant. Alors cette scène du début, la première image dans la supérette, là c'est un peu tourné à l'arrache, c'est avec des copains. Il me semble que c'est le scénariste il y a Gilles Marchand, il y a Nadia Turincef. Oui, c'était la bande de l'époque, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que cette scène, je l'avais retournée. En fait, quand je suis partie à New York, j'avais dit à Gilles Marchand, comment je vais faire? Il me dit, de toute façon, tu ramèneras toujours des images. Et ces images, elles serviront. Et en fait, c'était vrai, j'avais ramené des images. Et ces images, elles ont servi puisqu'elles sont dans le film. Et quand j'ai écrit le scénario, en fait, la première scène du scénario, c'était Adèle qui discutait avec sa cousine. Et elles parlaient. Elles étaient déjà un peu... En fait, on avait l'impression qu'elles étaient déjà un peu copines. Et quand j'ai monté le film, je me suis dit, ça va pas, cette scène, elles sont trop complices. Et comme ça coûtait rien, en fait, je me suis dit, je vais la refaire. Et donc, je l'ai retournée sans la cousine, en étant toute seule et en inventant une situation pour montrer un peu plus qui était ce personnage de la Reine des Pommes, en fait. Et c'était super. Et c'était ça aussi l'avantage de pouvoir tourner avec très peu de moyens, parce qu'on convoque 3 personnes, on va dans un supermarché, on leur dit on s'est trompé, on peut revenir, il fait oui, enfin, c'est bouclé en 2 heures, quoi. Donc c'est pas très compliqué. Alors on a vu dans cet extrait vraiment la fantaisie qui est à l'œuvre dans beaucoup de vos films, le tournage un peu en liberté dans les rues de Paris, avec un montage assez malin, assez futé, l'utilisation de la chanson de Trenet. Et ce sont des caractéristiques qu'on va retrouver dans un film beaucoup plus grave, vu le sujet, qui est La guerre est déclarée. Et ce qui est, je
pense, a beaucoup joué pour le succès du film. C'est le fait de parler de ce sujet aussi dramatique, avec cette énergie, cette fantaisie. C'était envisagé comme ça dès le départ? Ah oui, pour moi, c'était très important que le film soit dans une pulsion de vie et pas du tout dans une angoisse de mort. Et vraiment, quand j'ai pensé le film, j'ai tout de suite imaginé qu'on verrait tout de suite que l'enfant n'est pas mort, que c'était pas ça l'enjeu du film, en fait. Il n'y avait pas de suspense par rapport à la guérison ou pas de cet enfant, et que le film serait porté par autre chose, qui serait une forme de fougue comme ça, de vie vraiment, de pulsion de vie, quoi, de choses très énergiques, quoi, très joyeuses et très énergiques. Donc, vous nous avez dit qu'Edouard Veil, le producteur, s'est tout de suite lancé dessus, sur ce projet, qu'il vraiment, il trouvait que c'était il était derrière vous. Est-ce qu'il a eu du mal à le financer, ce film, étant donné la gravité du sujet, encore une fois? Pas du tout, parce que, en fait, il l'a financé, lui, en partie, avec son fonds de soutien, et puis avec Canal+, à l'époque, c'était... je me souviens plus du nom, mince, j'ai un trou de mémoire, mais bon, c'est quelqu'un qui s'occupait de la direction du cinéma chez Canal+, et qui... je me souviens de son prénom, mais d'un coup, j'ai un... Non. Le prénom, c'était Franck Weber, voilà. Qui maintenant travaille chez Gaumont. Et Franck Weber, en fait, c'est lui qui donnait l'argent pour les films et tout ça, et Wild Bunch. Et en fait, Edouard les a convaincus, leur a dit, écoutez, ce film, il faut le faire comme ça... Et ils y sont allés, quoi. Donc c'était sur le scénario que j'avais écrit et tout. Et ils ont trouvé ça. Enfin, voilà, ils nous ont fait confiance. Puis le film coûtait pas cher, en fait. Donc on avait, je crois que le film a coûté 800 000 €, un truc, enfin moins d'1 million. Et c'était le film le plus rentable après Intouchable. Oui, avec Intouchable, la même année. Ouais. Même année, absolument. Avant qu'on reparle de La guerre est déclarée, surtout de comment est né un petit peu l'engouement autour du film, on va regarder un extrait de ce film, et donc il y a la scène de l'opération. Oui. Là, ça m'émeut parce que... il y a de quoi, hein. Je pense que tout le monde est très ému par cette scène. À chaque fois qu'on la revoit, c'est tout à fait normal. C'est très facile de... Enfin, je pense qu'on est beaucoup à s'identifier à ce que vivent les personnages, ce que vous avez vécu, et ce que vivent les personnages du film. Ce qui est très réussi dans cette scène, c'est l'utilisation de la musique. La musique d'Ennio Morricone. Voilà, et donc... c'est toujours, vous accordez une très grande importance aux bandes musicales de vos films, soit la musique originale ou pas. Et d'ailleurs, vous utilisez beaucoup de musique piochée chez des autres. Alors, d'ailleurs, d'où vient cette musique d'Ennio Morricone? De quel film? Je me souviens plus. Pour tout vous dire, j'ai un trou. Mais c'était... Je sais plus, mais en fait, c'est surtout que c'était des... En fait, quand j'écris des films, j'écris toujours en musique. Donc, je me fais une espèce de playlist comme ça. Et c'est vrai qu'Ennio Morricone, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, j'écoutais beaucoup ça à l'époque. Je trouvais ça très inspirant et tout. Et puis, sur La guerre est déclarée, l'une des parties les plus onéreuses, ça a été les droits musique. Parce que vraiment, j'ai dit à Edouard, le film, il coûtera rien, mais par contre... la musique, ça risque de coûter cher parce que voilà, je l'ai un peu en tête, j'ai déjà des morceaux et tout ça, ça va peut-être être cher. Et donc, je crois qu'il y en a eu pour 200 000 € de musique quand même. Donc un quart du budget du film. C'est beaucoup sur un film comme celui-ci. Et voilà, enfin, j'ai du mal à expliquer parce que c'est des choses très sensorielles, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, cette musique, cette scène du bain avant l'opération, on lave les enfants avec la bétadine et tout ça, c'est le moment voilà, ultime où l'enfant est séparé de ses parents et après, sa vie ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire que c'est à l'avant et l'après l'opération, quoi. Et ce moment tout en silence comme ça. Et après, c'est vraiment aussi un travail que j'ai fait avec Pauline Gaillard, ma monteuse, qui a monté tous mes films depuis le premier. Et qui monte très bien les musiques. Enfin, elle sait, elle a cette habilité-là. Et
Et je me souviens que la première, parce qu'elle monte pendant que je tourne. En tout cas, on a commencé ce système sur la guerre est déclarée, et moi, ça me convient très bien. Et donc, souvent, je vois le film à la fin de mon tournage. Le film et toutes les scènes sont mises comme ça, bout à bout. Il y a toujours de la musique déjà, parce que comme je lui donne les listes, donc parfois j'ai des surprises. Il y a des moments où je sais quelle musique ce sera, puis quelquefois c'est elle qui choisit, et ça tombe très bien. D'accord. Donc il peut arriver que vous sur certaines scènes, vous vous dites c'est cette musique-là et pas une autre. Oui. Et par contre, il y en a d'autres. Je sais pas, et elle choisit, puis ça me va, puis quelquefois on la change parce que ça va plus. Enfin voilà, c'est assez libre. Ce qui est vraiment très beau dans cette scène-là, c'est que je ne sais plus d'où vient cette musique d'Ennio Morricone, mais on sent que c'est plutôt une musique, on va dire peut-être pour un polar, quoi, peut-être un polar urbain. Il en a écrit énormément et je trouve que c'est super bien utilisé. C'est pas un film très connu, et vous l'utilisez d'une manière, voilà, ça crée un certain suspense, c'est une vraie. Il y a une forme de tension et en même temps il y a du mélodrame et en même temps une forme de fébrilité comme ça. Il y a quelque chose d'à la fois triste et fort. Enfin, je sais pas, elle est parfaite quoi pour ce moment-là. Alors, je disais tout à l'heure, donc, pour votre premier court-métrage, il a été pris finalement, après moult refus, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ce qui vous a beaucoup aidé. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est encore la magie cannoise, si l'on ose dire. Le film est sélectionné à la semaine de la critique. Ouais. Je pense que d'ailleurs, il y avait de la concurrence. Oui. Je crois que la quinzaine aurait bien voulu. Là, pour le coup, la guerre est déclarée, tout le monde le voulait. Voilà, celui-là, tout le monde le voulait. Et là, la semaine de la critique, c'est elle qui l'a obtenu. Et ça a été un succès incroyable sur place. Enfin, là, ça a été une des projections les plus spectaculaires, au sens d'émotion que ça générait. Et il y a eu vraiment un engouement. Ça a créé l'engouement autour du film qui a perduré jusqu'à la sortie. Ce qui fait que le film a eu un énorme succès en salle grâce à cette exposition cannoise et l'émotion qui a eu lieu à ce moment-là. Vous y attendez à ce retour du public ? Non. Pas du tout. Moi, quand j'ai fait La guerre est déclarée, je pensais que ça allait... La Reine des Pommes, ça avait fait 27 000 spectateurs. J'étais très, très contente, quoi. Donc, La guerre est déclarée, je me disais, bon, peut-être ça fera 50 000 spectateurs. J'imaginais un petit peu plus. Mais je ne pensais pas du tout que le film aurait cet engouement-là. Je voyais bien. Alors après, c'est toujours un peu pareil. On voit bien quand on fait un film, quand on voit la vague arriver, quand même. Maintenant, avec l'expérience, je vois le truc arriver. Mais là, La guerre est déclarée, c'était la première fois que ça m'arrivait. Mais je voyais bien quand même que le film mettait un peu tout le monde d'accord, que toutes les personnes, petit à petit, qui voyaient le film, trouvaient ça hyper beau, étaient hyper émus, etc. Puis quand on a commencé à le présenter à Cannes, en fait, Jean-Christophe Bajon, qui était à l'époque le sélectionneur de la Semaine de la Critique, m'a tout de suite appelé en sortant de la projection, directement moi. Et il m'a dit, Valérie Donzelli, voilà, je suis le sélectionneur de la Semaine de la Critique, je voulais vous dire, je voulais prendre votre film, j'en sors là, il est bouleversant, et je le mets où vous voulez, je fais ce que vous voulez. Et moi, j'étais là, ah, merci, c'est gentil, et tout. Et donc, j'appelle le producteur, et vraiment, il m'a appelé la première, en fait. Et je dis à Édouard, ah là là, j'ai eu un message très gentil du sélectionneur de la Semaine de la... Et puis, alors, pour moi, la Semaine de la Critique, c'était un petit truc, quoi. Enfin, je me disais pas du tout, le film est à Cannes. Je me disais, il y a une sélection parallèle qui m'a appelé. Enfin, pour moi, c'était pas la compétition, tout ça. Je pensais que c'était pas très important, quoi. Je le voyais comme un petit événement. Et donc, j'appelle Édouard, je dis, voilà, le film, le sélectionneur de la quinzaine de la Semaine de la Critique, il trouve le film très bien. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Et tout, je dis, oui, il adore. Il fait, bon, attends, réunion. Alors, on fait... Voilà, donc après, quinzaine des réalisateurs, nous, Valérie, oui, non, alors là, c'était pas lui, il m'avait pas appelé, lui. Il avait appelé Édouard, je crois. Bon, la quinzaine le veut aussi, mais ils savent pas où ils veulent le mettre. Et là, il y a Maraval qui arrive, qui dit, attends. Donc Maraval, le patron de Wild Bunch. Wild Bunch, qui gère un peu la pluie et le beau temps, enfin, qui est quelqu'un d'important dans l'histoire du marché des films, en fait, parce que lui, son métier, c'est de les vendre à l'international, et il vendait le film à l'international. Donc il a, lui, cherché la meilleure place pour le film, en fait. Et il a dit, ce film-là, il faut qu'il aille là. Et donc on a dit, il fera l'ouverture de la Semaine de la Critique. Et donc on a fait l'ouverture de la Semaine de la Critique. Alors la quinzaine était furieux. Tout le monde, enfin voilà. Frémaux, je crois qu'il ne le voulait pas en compétition officielle. Il aimait beaucoup le film, mais il trouvait le film un peu
et voilà, un peu petit quoi, pour aller en compétition. Et puis, pour préciser, là, parce que pour tout le oui, monde, de l'importance de ces sections je parle parallèles. De ça comme si tout le monde oui, était c'est ça. bon, Je pense que vous êtes cinéphile, vous connaissez un peu, mais peut-être pour préciser pour tout le monde, la semaine de la critique est vraiment, alors comme son nom l'indique, c'est une sélection qui est faite par des critiques de cinéma. En fait, des premiers et deuxièmes films. Premier et deuxième film déjà, et donc c'est des critiques de cinéma qui choisissent les films. La Caserne des réalisateurs, c'est une émanation de la Société des réalisateurs de films, et qui est normalement considérée dans la hiérarchie des sections parallèles canoises, c'est au-dessus de la semaine de la critique. Voilà. En théorie, hein, je dis bien en théorie. Oui, en théorie. Et donc, mais a priori... voilà. Mais ce qui était important pour moi, c'est que la semaine de la critique, c'était premier et deuxième film, et c'était mon deuxième film. C'est-à-dire qu'après, je ne pouvais plus y aller. Et comme je suis joueuse, je compte bien faire toutes les sélections de Cannes. Donc, il me reste un certain regard, voilà. Et j'aurais fait le grand chelem. Voilà, j'aurais eu à chaque fois un film dans une sélection. Alors, cette transition est toute trouvée, donc, parce que vous êtes... donc, il y a eu, après La Reine des Pommes, il y a eu Main dans la main. Après la guerre, il y a eu Main dans la main. Même après, oui, j'ai dit oui, après la guerre est déclarée, il y a eu Main dans la main. Donc là, le succès de la guerre est déclarée, vous avez vu quand même Valérie Lemercier pour faire le film. Oui, alors après, Valérie, je la connaissais un peu et tout ça, mais c'est surtout que... En fait, après la guerre est déclarée, moi, j'avais qu'une angoisse, c'était la sortie du film. J'avais peur que ça se passe pas bien et tout ça. Et donc, j'avais vite écrit un autre film, qui était cette histoire de fusion et tout. Et j'aimais beaucoup Valérie Lemercier, et je savais qu'elle aimait la danse, et je voulais tourner à l'opéra. Enfin bon, un peu la folie des grandeurs comme ça. Et comme le film a eu du succès, en fait, j'ai eu aucun problème à tourner à l'opéra, à avoir un peu d'argent, parce que le film coûte pas très cher. C'était un petit film encore. Et on l'a fait très très vite, etc. Et j'ai vraiment, d'ailleurs, c'est un peu le film que j'appelle, c'est comme une reprise de couche, c'est-à-dire que j'ai à peine eu le temps de me remettre d'un que l'autre était déjà là. Et finalement, la guerre est déclarée, j'ai pas du tout voyagé avec le film. Le film a représenté la France aux Oscars, mais j'y suis allée 5 jours, et puis je suis revenue, j'étais déjà dans un autre film. Enfin, j'ai pas du tout profité du succès, en fait, du film. Il était vraiment invité partout, j'y allais jamais et tout ça, parce que j'avais un film à faire, en fait. Et avec le temps, je regrette pas, parce que je pense que ça peut être aussi terrassant de faire un film après la guerre est déclarée, donc c'était une façon de me prendre de vitesse pour pas stresser, et je pense que c'était une bonne chose. Mais après, ce qui est difficile, c'est qu'on pense que ça va revenir, le succès, et en fait, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Donc, il faut aussi savoir en profiter quand il est là. Main dans la main, ça allait encore à peu près. Oui, mais c'était pas pareil quand même. C'est pas pareil. Alors après, donc, le film d'après, là par contre, ça se passe moins bien. Ah bah oui, alors Marguerite et Julien, c'est un vrai échec. Donc avant d'en parler, on va regarder un extrait de Marguerite et Julien, et puis après on va parler de ce film un peu maudit, qui est quand même très beau. Oui. On parlait de la magie canoise pour la guerre est déclarée. Là, c'est plutôt l'inverse. Là, le coup de projecteur canois, là, il était plutôt violent pour le film. Donc là, ça a tué le film. Là, vous êtes passé dans la cour des grandes, si j'ose dire, en compétition officielle, sélectionnée, avec ce film assez ambitieux. On rappelle que c'était au départ un projet qu'avait eu François Truffaut. Il y a eu un scénario écrit par son fidèle scénariste Jean Gruau. Alors vous avez fait quelque chose sans doute assez différent de ce qu'aurait fait Truffaut, et c'est tant mieux. Mais le film est sélectionné à Cannes et ça se passe pas bien, en fait. C'est-à-dire que la critique, la presse est assez dure sur le film. La projection de gala, je me souviens plus très bien comment ça s'est passé. La projection s'était bien passée. Oui. Non, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à l'époque, la projection de presse du film était avant la projection de gala. Et donc le soir, c'était la veille au matin. Et donc, mon film était présenté un mardi soir, et donc le lundi matin, il y avait la projection presse, et c'était le début de Twitter et des réseaux sociaux et tout ça, et les journalistes, en fait, s'amusaient aussi avec cet outil qui était un peu nouveau pour eux, et puis la presse écrite était assez menacée, en fait, à ce moment-là. Plus personne lisait la presse, enfin, il y avait un truc, et donc les réseaux sociaux sont devenus une nouvelle... En fait, il fallait se réapproprier un nouveau mode d'expression. Et
du coup, chacun y allait de son commentaire, de montrer qu'il possédait un peu ces outils-là pour aussi faire parler des films, et ce qui était tout à fait louable. Mais sur Marguerite et Julien, ça a été très destructeur parce que les gens tweetaient pendant la projection que le film était nul, que ceci, que cela, et je ne sais pas pourquoi le film n'a pas du tout été compris. Les gens l'ont totalement rejeté. Je ne me l'expliquerai jamais, je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé, mais c'est vraiment un film maudit. Et le film ensuite a été projeté dans la grande salle de Lumière, Cannes, la salle Lumière. Mais je savais que déjà aucun journaliste n'avait aimé le film, quoi. Vraiment, c'était très 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 difficile. Mais la projection s'était super bien passée. J'en garde un très bon souvenir. J'étais vraiment très fière, moi, d'être dans cette salle, d'avoir ce film en sélection officielle et tout ça. Et voilà. Et donc le film ça a été une année assez dure parce que le film devait sortir en septembre. Et puis finalement, ils l'ont décalé à décembre. Il y a eu les attentats du 13 novembre. Le film est sorti le 4 décembre. Enfin, un ensemble de choses totalement dramatiques de cette année 2015, en fait. Et Marguerite et Julien fait partie de ce drame de l'année qui a quand même débuté avec des attentats, qui s'est fini avec des attentats. On était tous traumatisés. De toute façon, c'était une année épouvantable, quoi. Et le film est mort dans l'œuf, quoi. Il a fait c'est marrant parce qu'il a fait le même nombre d'entrées que La Reine des Pommes. Avec un budget nettement plus conséquent. Beaucoup plus important, ouais. Alors, ce qui était intéressant dans le film, c'est que vous essayiez quand même de garder cette espèce de spontanéité, de fraîcheur de vos débuts, mais dans un contexte de film en costume, en partie en costume, et avec un gros budget quand même. Donc, oui, c'était vraiment un film que j'avais imaginé presque pour enfants, quoi. C'était un conte, en fait. Donc avec toutes les libertés qu'offre le conte. Et je crois que c'est ça que les gens n'ont pas vraiment compris. Mais bon, c'est comme ça. Comment on se relève d'un tel, d'une expérience? Vous étiez monté très haut avec La Guerre est déclarée, et là vous tombez très très bas d'une manière injuste, puisque effectivement il y a eu cette espèce de coup de projecteur cannois qui a été terrible, avec tout l'effet démultiplicateur que peut avoir le festival. Comment on se relève de ça après? Vous avez tout de suite reparti dans un autre projet? Vous avez eu le temps d'encaisser? Non, après c'était assez difficile, donc j'ai commencé à écrire la série Nona et ses filles. Donc ça a été assez long. Je me suis un peu projetée dans autre chose comme ça qui serait un peu différent. J'ai fait des petites choses à côté pour me réparer qui étaient moins visibles. Donc j'ai fait une exposition de photos à la Galerie Cinéman. Dominique Toussaint m'a très gentiment invitée à faire cette exposition de photos. J'avais jamais fait de photos de ma vie. Puis je me suis mise à faire des photos, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai fait un petit documentaire avec ces photos qui a été projeté comme ça lors de l'exposition, qui s'appelait « De Myra à Babylone ». Et puis après, j'ai fait une carte blanche pour Arte. J'ai fait un documentaire en fait qui s'appelle « Le cinéma de maman » et qui raconte comment le cinéma m'a empêché de faire le deuil de ma mère qui est morte juste avant le festival de Cannes où La Guerre est déclarée était présentée. Donc tout ça était aussi un peu compliqué. Et donc c'est un film sur le cinéma et le pouvoir du cinéma, comme aussi qui à la fois m'empêche de faire le deuil et en même temps me rend aussi ma mère, puisque c'est par les films qu'elle a fait en Super 8 que je la fais revivre à travers le cinéma. Enfin bon, bref, c'est un petit documentaire comme ça. Donc j'ai fait des petits essais comme ça, des petits galops d'essais vers d'autres choses. Et puis ensuite, j'ai fait Notre-Dame, qui est une comédie sur l'échec. Et j'ai commencé à trouver le sujet de mon film en trouvant la profession, en fait. Je voulais faire une comédie sur l'échec en trouvant la profession de l'héroïne qui s'appelait Maud Crayon et qui était architecte. Et là, j'ai passé une journée à écrire des moqueries sur son nom, triste mine pour Maud Crayon a cassé sa mine, rien ne va plus pour la pauvre Crayon. Enfin, et je me suis amusée comme ça, c'était très libérateur de me moquer de moi. Même je relisais, chose que j'avais jamais faite, les articles de Marguerite et Julien, j'essayais de reprendre des trucs. Ça m'a beaucoup amusée, en fait. Et tout ça, c'est pas très grave. Au final, tout ça n'est pas très grave. Et je crois que ce qui est important quand on fait des films, c'est de réussir à se remettre de ses succès, de ses échecs, et que c'est une vraie course de fond, que
voilà, ça fait partie du métier. D'accord. Il y a un film qu'on oublie souvent quand on parle de vous, que moi j'aime vraiment beaucoup, enfin c'est un téléfilm, c'est ce que vous avez fait pour Arte, qui s'appelle Que d'amour, qui est une adaptation assez libre, très fantaisiste, mais très réussie de Marivaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est fait, ce film, qui est un peu un film à l'arrache, d'une certaine manière, un petit peu aussi? Oui, parce que c'est Gilles Sandoz qui était venu me voir après La guerre est déclarée. Il m'a dit, oui, j'ai une petite... Voilà, on fait un petit truc là, avec Arte, la comédie française, Marivaux, ça te dit? Je dis, ah ouais, super, et tout. Moi, dès qu'on me propose de faire un film, je suis partante, quoi. C'est toujours la bonne occasion pour faire un truc. J'adore ça, donc voilà, quand c'est facile, en plus que ça va vite et tout, alors encore mieux. Et donc, l'idée, c'était, on avait un tout petit budget, c'était 200 000 €, je crois, et il fallait que la contrainte, c'était de prendre un texte du répertoire de la comédie française et les acteurs qui vont avec. Et donc, moi, j'avais choisi ou de prendre des acteurs, mais en fonction d'une pièce. C'est ça, on choisissait les acteurs ou on choisissait la pièce. Et moi, je préférais choisir la pièce parce que je me suis dit, les acteurs du français, ils sont tous forcément bons, donc c'est pas très grave de ne pas les choisir. De toute façon, je les connaissais pas, en plus. Donc... Et donc, j'ai choisi cette pièce de Marivaux que j'adore, et je l'ai réécrite. Alors, le truc, c'est qu'il fallait pas changer les mots de l'auteur. Et donc, j'ai réécrit la pièce en gardant que les mots de l'auteur. Donc j'ai fait dire des répliques de Lisette à Sylvia, j'ai mis plus en avant le personnage de Lisette, parce que quand même Marivaux, il écrivait pour les bourgeois, donc il pouvait s'en moquer, mais quand même il fallait rester sobre, parce que c'est eux qui regardaient son travail, qui allaient au théâtre après. Et donc moi j'ai un petit peu forcé le trait plus politique sur le fait que, parce que dans la pièce, en fait, les pauvres s'aiment entre eux, et tout le monde finalement finit bien ensemble, en fonction de sa classe sociale. Et moi, c'était important pour moi que l'histoire d'amour entre la servante et le petit serviteur soit une vraie histoire d'amour. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé la pièce. Ça s'appelle Que d'amour et ça finit sur eux d'ailleurs qui s'aiment vraiment énormément, même s'ils sont pauvres. Leur amour est plus important que leur argent. Pour un film à tout petit budget comme celui-là, ça implique d'être très inventif. Comment vous compensez cette contrainte budgétaire quand même très stricte qui fait qu'on ne peut pas tourner beaucoup, enfin, il faut tourner vite, on ne peut pas multiplier les prises a priori. Donc, comment vous faites? En fait, c'est vraiment un truc très intuitif. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que ça se passe dans un seul décor, donc on réfléchit à ce que ça coûte le moins d'argent, donc c'est sûr que si on tourne dans le même lieu, ça coûte moins d'argent que si on commence à se déplacer dans tout Paris, etc. Donc ça, c'était déjà réglé comme ça, mais après, je me suis dit, surtout, le problème, c'est que le film devait faire 1h15, minimum. Et il se trouve que moins on a de temps de tournage, moins le film est long quand même. À un moment donné, ça réduit les possibles, quoi. Et j'avais que 12 jours de tournage. Et j'ai senti le truc venir du film trop court. Et donc, je me suis dit, il faut que je sois maline. Et j'ai fait les scènes, je les ai rejouées sans le texte, en les faisant de façon muette. Et du coup, je pouvais les utiliser 2 fois. Et c'est là que j'ai inventé ce système des prises muettes que je fais maintenant sur tous mes films, parce que c'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, je fais une scène et après, je dis maintenant, on va la faire, mais sans le texte. Alors, quelquefois, il y a des acteurs qui ne comprennent pas et qui font du playback. Alors je dis non, sans le texte, c'est pas comme ça, sans dire le son, c'est sans texte, on bouge pas la bouche en fait. Et donc ils refont la scène sans dire le texte. Et ce qui est génial, c'est que ça me permet d'avoir des plans sans texte que je peux utiliser de la façon qu'il m'est possible de faire comme je veux. Enfin, d'un coup, ça augmente, c'est exponentiel, ça augmente le choix des possibles, quoi. Et donc, j'en ai fait du cinéma muet, j'ai fait des cartons. En fait, j'ai inventé au montage et trouvé des solutions pour que le film puisse faire 1h15. Et tout en marchant avec l'histoire, quoi. Donc c'était génial. Mais ça s'est créé à la fois au tournage et puis ça s'est exploré au montage. Cette esthétique de cinéma muet donne une dimension vraiment très burlesque au film et qu'on retrouvait déjà dans La Reine des Pommes. Vous jouez quand même beaucoup là-dessus. Quels sont alors, on était dit en introduction, on parlait de Pierre Étex. Est-ce qu'il y a d'autres burlesques? Alors Pierre Étex n'était pas autant du muet, même si lui s'en est beaucoup inspiré aussi. Est-ce qu'il y a d'autres grands cinéastes burlesques qui vous inspirent et qui vous... Oui, il y a évidemment Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, enfin, il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai que je me suis naturellement dirigée vers la comédie parce que je pensais que c'était plus humble. Enfin,
moins... En fait, je crois que ce qui me plaît dans le fait de faire des films, c'est de m'amuser quand même. C'est toujours cette idée de l'amusement. Et là, je viens de faire un film très angoissant et je me suis beaucoup amusée à le faire. Alors que c'est pas du tout un film drôle, mais je me suis amusée à créer l'angoisse, à faire peur, et c'était passionnant. Donc en fait, je crois que le moteur dans le fait de faire des films, c'est que je dois m'amuser. Et au début, c'est passé par la comédie, parce que je me suis dit, peut-être un peu bêtement, ce sera marrant de s'amuser, quoi. Et comme je jouais dans les films, alors ça, pour le coup, je jouerai jamais dans un film dramatique que je réaliserai. Je peux pas. Je trouve ça trop impudique, en fait. Chez les autres, vous pouvez. Vous l'avez fait dans Martha, par exemple. Aucun problème, mais chez moi, ça m'intéresse pas. Donc, ce qui m'amusait comme actrice chez moi, c'était de faire de faire du burlesque, en fait. Et puis, c'est pas tellement donné aux femmes, en fait, de faire de la comédie comme ça, un peu burlesque et tout ça. Alors, plus les hommes, c'est pas tellement. C'est vrai, et c'est étonnant quand vous dites par humilité, j'ai fait de la comédie. Alors, pour moi, le genre le plus difficile, c'est la comédie. Mais évidemment, mais en fait, je pense que c'est l'inexpérience qui m'a... Comme je voulais jouer parce que c'était plus simple, et puis je me suis écrit des rôles, enfin, je me suis dit, ça c'est marrant, bon, c'est moi qui vais le jouer, comme ça on ne cherche pas quelqu'un. Enfin, tout ça, c'était une question aussi d'efficacité, de rapidité, d'économie de production. Enfin, vraiment, les films étaient pensés comme étant des choses qu'il fallait faire vite et pas cher. Donc on en revient à cette espèce d'insouciance de l'inexpérience, en fait. Complètement. D'accord. Alors on va reparler de Notre-Dame. Et on va regarder un extrait avant de reparler de ce film, et notamment du burlesque qu'il y a dans ce film. Quoi? Je vais être papa? Cet enfant que tu portes là, il est de moi. Oui. On a eu l'enfant de la rencontre. L'enfant de la réconciliation. Et maintenant, on a l'enfant de la séparation. Mais moi, tu peux pas me faire ça. Pas maintenant. Si. Cet enfant, c'est le nôtre. On l'a fait ensemble. On va l'avoir ensemble. Oui. Ensemble, mais séparés. C'est fini alors? Oui. Ça veut dire qu'on ne dormira plus jamais dans le même lit? Non. Il n'y aura plus jamais de baiser? Non. Plus petit coussin, plus petit verre d'eau? Ben non. Et tu me caresseras plus jamais les cheveux? On dormira plus jamais ensemble? Et on fera plus jamais l'amour? C'est ça? C'est horrible. C'est comme si on était morts. Un peu, mais on est vivant. Plus jamais, je ne te baiserai les pieds, plus jamais. Je ne t'embrasserai les yeux, plus jamais. Je ne toucherai tes cheveux, plus jamais. Nous ne serons deux. Plus jamais, ma tête dans le creux de ton cou, plus jamais. Je n'écouterai ton pouls, plus jamais. Ma joue tout contre ta joue, plus jamais. Tu ne me chercheras d'époux. Plus de caresses sur tes fesses, ni la nuit, ni le jour. Plus de sueur, ni de peur, plus jamais, un jamais, pour toujours. Plus jamais, je ne goûterai ta langue, plus jamais. C'est nos deux bonheurs qui tanguent. Plus jamais, l'odeur de ta peau bronzée, plus jamais. Nos corps nus dans l'eau salée. Plus jamais, ton sourire, ton air de chat. Plus jamais, mes hanches tout le tralala. Plus jamais, les jambes en l'air, la tête en bas, plus jamais. Les hauts, les bas, tour de bras. Plus de caresses sur tes fesses, ni la nuit, ni le jour. Plus de sueur, ni de peur, plus jamais, un jamais, pour toujours.
Alors, c'est une séquence de comédie musicale. Il y en a quand même souvent dans vos films. Est-ce que vous avez la tentation de faire un jour une comédie musicale complète? Ouais. Parce qu'on a un peu parlé tout à l'heure sur le trajet pour venir ici. Vous m'avez dit votre admiration pour pas le remake, la nouvelle version de West Side Story par Spielberg. C'est quelque chose qui vous tente, ça, de faire vraiment une comédie musicale? Ah oui, j'adorerais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre-là? C'est tout. J'aime le romanesque, le lyrisme, la folie la folie de la danse, la folie de la musique, enfin je sais pas, c'est un genre que je mets vraiment très très haut, et je pense que je le ferai quand je serai prête, quoi, parce que c'est très difficile à réussir, et j'ai envie de faire une vraie grande comédie musicale, pas un petit truc avec 3 francs 6 sous. Alors, le Centre national du cinéma a fait un système d'aide. Enfin, il y a des. Oui, mais alors ça m'a saoulé parce que. Vous n'y avez pas participé à celui-là? Non, alors certainement pas. Alors, le jour où le CNC déjà me donnera de l'argent, les poules auront des dents. Je l'ai eu une fois avec La Reine des Pommes, mais après, je n'ai jamais eu d'aide du CNC pour aucun de mes films à part La Reine des Pommes. Et ensuite. Quand il y a eu cette commission du CNC, oui, c'est très compliqué parce que d'un coup, tout le monde se met à faire des comédies musicales. Et du coup, j'ai pas envie d'en faire. Non, moi, je ferai une comédie musicale un jour, je ne sais pas quand. Mais je veux la faire, pas parce que le CNC donne des aides pour faire des comédies musicales ou des films de je sais pas quoi. Non, je la ferai parce que ce sera plus fort que moi de la faire et que ce sera le bon moment, quoi. Et l'idée serait de faire une comédie musicale réaliste, si j'ose dire, c'est-à-dire dans des décors réalistes, un petit peu comme West Side Story, c'est-à-dire on parle d'un contexte social ou très très précis pour en faire une sublimation par la je sais pas musicale. encore. Non, pas, je sais pas. J'ai plusieurs idées, je sais pas, mais il faut que ça mûrisse, il faut que ça. Mais je sais que je ferai un jour une comédie musicale. D'accord. Pour en revenir à Notre-Dame, donc le métier de votre personnage est donc architecte. Vous m'avez dit au début de cet entretien que vous étiez parti pour être architecte. Vous avez fait des études d'architecture. Oui. C'est pareil, c'est une espèce d'exorcisme de ce moment-là Non, parce que pour le coup, ça a été. J'ai vraiment tout appris avec ces études. Notamment travailler avec la contrainte. Enfin, je trouve que le cinéma et l'architecture sont des choses très liées. Donc ça m'a beaucoup appris et j'ai adoré faire ça. Sur les liens entre cinéma et architecture, en termes de mise en scène notamment, est-ce que c'est quelque chose qui joue beaucoup chez vous? Oui, je pense quand même qu'il y a l'idée de développer une idée. Enfin, parce que l'architecture, c'est à un moment donné réaliser un rêve, quoi, quelque chose, une idée qu'on a en tête et qu'on arrive à rendre concrète en utilisant toutes les contraintes qu'on nous donne. Le cinéma, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a un rêve et il faut le rendre concret en utilisant les contraintes budgétaires, toutes les contraintes qu'on a. Donc, c'est des choses qui sont... c'est ça que j'ai appris, en fait. Je crois que ça m'a vraiment aidée. Dans ce film-là, donc c'est un film très fantaisiste, comme la plupart de vos films. Il y a peut-être dans celui-là, comme il y avait un peu dans La Guerre est déclarée, il y a peut-être un discours un peu politique, mine de rien, avec cette idée de l'espace public. Qu'est-ce qu'on fait de l'espace public avec ce parvis? Est-ce que vous avez voulu justement glisser des idées sur ce film, c'est-à-dire de dépasser la simple fantaisie, cette histoire d'amour un peu compliqué Oui, mais tous les films sont un peu politiques. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans tous mes films, il y a une dimension un peu politique, dans le sens où ça va un peu au-delà de juste ce qu'on raconte. C'est toujours un peu plus loin. Et c'est vrai que Notre-Dame, il y avait cette volonté-là sur la question du jugement au moment où sont faites les choses et qu'est-ce que ça veut dire après, les années d'après. Enfin, donc je me suis un peu réparée aussi par rapport à ce que moi j'avais vécu sur la façon dont mon film avait été rejeté. Et puis aussi sur la charge mentale des femmes, parce que c'était vraiment aussi un personnage comme ça qu'on nous montre complètement débordé, qui n'arrive pas à prendre de décision, qui n'a pas confiance en elle et qui, à la fin, finalement, réussit à être le sujet de sa vie. Enfin, elle redémarre à zéro, à un endroit qui lui correspond, qui est petit, mais dans lequel elle s'y retrouve. Et je pense que c'est un petit peu ce qui m'est arrivé aussi, c'est-à-dire que peut-être que
La grande compétition de Marguerite et Julien, c'était peut-être un petit peu trop grand pour moi, c'était peut-être trop tôt, c'était peut-être... voilà. Je sais pas. En tout cas, tout ça, c'est des réflexions que je me suis faites. Alors, je les ai pas... c'est pas de façon aussi réfléchie, parce que les films, ils nous dépassent un peu. Mais tout ça s'y retrouve dans Notre-Dame, c'est sûr. Alors il y a une dimension, vous l'avez dit vous-même, un peu légèrement féministe et exprimée avec beaucoup de légèreté dans le film, mais bien présente, et qu'on retrouve dans votre série, Nona et ses filles, qui est donc votre première expérience dans le domaine de la série. Avant qu'on regarde un extrait de cette série, du premier épisode, je voudrais que vous me racontiez comment vous vous êtes retrouvés à faire cette série. Comment est venu le désir de faire cette série? En fait, le désir, il est venu de Gaumont, qui voulait travailler avec moi autour d'un projet de série. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas, tout ça, qu'est-ce que je pourrais raconter? Puis je me suis dit, j'avais envie de raconter la cohabitation d'une mère et de ses filles, et de réfléchir à comment elles se retrouvent à cohabiter ensemble. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, si il lui arrivait quelque chose à la mère qui fait que les filles doivent s'occuper d'elle. Et j'avais pas envie que ce soit la maladie, parce que je trouvais pas ça très marrant. Et je me suis dit, tiens, et si elle tombait enceinte? Quel effet ça ferait, une femme, parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes, il y a toujours eu des hommes qui, au-delà de 70 ans, ont des enfants. Enfin, je crois que Charlie Chaplin, il avait 73 ans quand il a eu son dernier enfant. Belmondo, pareil, il avait un peu... Yves Montand, enfin, il y en a plein. Et donc, je me suis dit, tiens, comment la société regarderait une femme enceinte et comment cette femme le vivrait surtout. Et je me suis dit, tiens, là, on a un sujet qui est intéressant et tout ça. Et donc, j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus. Puis l'idée a plu, et puis voilà. D'accord. On va en discuter. On va regarder d'abord un extrait donc, de Nona et ses filles, donc cette série de 2021, un extrait du premier épisode. Un, deux, trois. Arrêtez avec la nourriture. Stop. Quoi l'art, ça mène à tout. Ah. Stop, t'arrêtes. Non, arrête. Alors, c'est pas ça. C'est quoi ce gâteau? Eh ben, c'est les jumeaux qui l'ont choisi. Moi, j'aime bien. Un 4x4. Bon, les filles, j'ai pas eu le temps d'aller acheter des cadeaux, comme d'habitude. Donc, j'ai fouillé dans mes placards, j'ai trouvé ça. Ça, pipe, rouge. Non. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça pendant toutes ces années. C'est joli, qu'est-ce que c'est? On peut dire ça à Max. C'est Jacqueline qui les avait tricotés pour vous. Bah, c'est un cadeau symbolique, hein, c'est sûr. Ça vous fait pas plaisir. Mais si, c'est super mignon. En plus, si c'est Jacqueline. Ouais, c'est trop chou. Oh, maman, ça suffit, y en a marre. Mais de quoi? C'est tout. Vous savez quoi? Que t'es enceinte. Qui est enceinte? Bon, personne. Eh oh, les garçons. Truffe a tout dit à Manu. Maman. Mais il a dit quoi? Ben, il m'a appelé, il m'a dit que c'était très grave, qu'il fallait que je vienne et... Il m'a tout raconté. Mais il t'a raconté quoi? Ben, que t'étais enceinte. Truffe, t'as dit ça? Non. Oui. Vous l'avez cru? Bah oui, il nous a donné ton dossier, maman, on l'a regardé et... Mais enfin, c'est le dossier d'une autre. Le laboratoire s'est trompé. Non, mais Truffe est totalement sénile. Il me fout la trouille, hein, d'ailleurs. Faut vraiment que je change de médecin. Oui, ben, je me disais bien aussi. Hein. Ah ouais, je suis soulagée, là, ok. Ah, je suis déçue. Ah, mais vous êtes complètement folle. Oui, mais en fait, je comprends pas. Elle est enceinte ou... Chut, on discute entre grands maintenant, Max. C'est n'importe quoi. Mais si le laboratoire s'est trompé, c'est que t'as fait des analyses, toi aussi. Maman, t'as des problèmes de santé? Ben oui, c'est vrai. C'est quoi ces examens? Bon, maman, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous le dire. On est très ouvertes. Mais foutez-moi la paix! J'ai des comptes à rendre à personne. C'est mon corps. Hein, c'est ma vie.
Étant donné que vous aviez fait des films dans des conditions très limitées en termes de budget, vous avez l'habitude de travailler vite, on peut penser que travailler pour les séries ou pour la télévision en général, où il faut aller plus vite, ça a dû être relativement aisé pour vous. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que ça a été compliqué de travailler sur cette série? Non, en fait, ce qui est compliqué, c'est que je jouais dedans et que je réalisais tous les épisodes et que c'était comme faire un film, en fait. Sauf que c'est comme si je faisais un film de 4h30. Donc, c'est beaucoup. Et après, on n'avait pas beaucoup d'argent puisque pour faire ce film, le budget, je crois que c'était 4,5 millions. Donc c'est 4,5 millions pour faire 4h30. Alors en France, on a quand même des beaux budgets pour faire les films. Je pense qu'il y a d'autres pays, ils seraient contents d'avoir ça et tout ça, mais ça reste peu et voilà. Et c'est très variable les budgets des films. Donc non, ça n'a pas été simple en fait. C'était difficile. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on. Alors après, moi j'avais une équipe super et je m'entoure toujours de gens que je choisis en fonction des films. Et je fabrique vraiment ma petite armée, c'est toujours des gens extraordinaires. Et j'aime fédérer une équipe, j'aime travailler vraiment avec eux et tout. Donc c'est un peu à la vie, à la mort, on y va, quoi. Donc il y a un truc comme ça où tout le monde était à fond et c'était vraiment génial. Mais on a fait beaucoup d'heures supplémentaires, on était fatigués. Physiquement, moi, j'étais vraiment... Je crois que c'était sur Notre-Dame où j'ai fini à l'hôpital. Enfin, il y a eu un des jours... Enfin, je ne sais plus quel film. Mais à chaque fois, quand même, c'est extrêmement prenant. C'est très, très prenant de faire des films. Très fatigant. Vous travaillez toujours avec les mêmes techniciens ou mêmes techniciennes? Non, ça change. Sauf au montage. Ouais. J'ai toujours la même monteuse. Mais au son, j'ai toujours la même personne qui prend le son aussi. L'équipe de post-production reste les mêmes en général. Mais sinon, le chef-op, tout ça, ça peut changer. La chef déco, c'est toujours la même. Ça dépend des postes. Ça dépend des postes. Je crois que vous êtes assez investi dans le collectif 50-50. Vous avez non, pas plus que ça. J'avais cru. Bon, non, mais si. Mais vous êtes sympathisante, on va dire. Voilà, exactement. Mais je m'investis pas tellement, malheureusement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que une manière de faire du militantisme là-dessus pour faciliter le travail des femmes dans le monde du cinéma, et notamment des techniciennes, est-ce que vous faites attention à ça quand vous choisissez vos techniciens, vos techniciennes, ou pas du tout? Bah non, j'aime bien quand c'est quand même assez... mais en fait, c'est marrant parce que sur Nona et ses filles, il y avait beaucoup de femmes, mais c'est pas pour ça que j'ai pas choisi pour me dire il faut qu'il y ait des femmes. Mais il se trouve qu'on était beaucoup de femmes. Et mais souvent, c'est assez équilibré. Donc oui, je fais un petit peu attention à ça quand même. Et alors sur le film, je sais que ça a été, vous en étiez vous-même un peu surprise quand beaucoup de journalistes vous posent la question. C'est un film, c'est les femmes qui sont au premier plan. Et c'est même les hommes qui eux sont plutôt dans des rôles secondaires. Ouais. Et pour vous, c'est tout à fait naturel. Enfin, c'était pas une dimension, c'était pas un geste politique ou quoi que ce soit. C'était le film. Oui, c'était vraiment le film, quoi. Et d'ailleurs, j'étais très surprise de ça qu'on m'en parle à ce point, en fait. Et pour moi, c'était pas. J'ai pas fait ce film, enfin j'ai pas fait cette série pour qu'on se dise tiens, on va montrer les femmes de plus de 50 ans, de plus de 40 ans, on va leur donner des grands rôles et tout ça. C'est spontanément l'idée qui m'est venue. Mais oui, j'étais surprise de ça, oui. Sur cette série, donc c'est votre premier travail sur une série, donc c'était avec Arte, qui est un diffuseur parfois un peu, je dirais pas radin, en tout cas qui donne pas trop d'argent, mais dans lequel il y a eu relative liberté. En tout cas, c'est l'image que donne Arte. On sait aujourd'hui que les plateformes investissent de plus en plus dans les séries, plus que dans le cinéma d'ailleurs, que plusieurs cinéastes sont appelés par ces plateformes pour travailler pour elles. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Vous travaillez pour, et quand je parle plateforme, je parle des grosses plateformes américaines qui mettent un pied en France. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas? Je sais pas. Ça dépend ce qu'on me propose. Enfin, moi, je crois qu'il y a quand même un endroit où je suis pas du tout. Si je me sens pas libre, je pourrais pas faire quelque chose. Donc, il faudrait que faut quand même que je me sente libre, de pouvoir travailler comme je l'entends. D'accord. Et ça veut pas dire sans contrainte. Mais à un moment donné, je peux pas faire. Ou alors, il faut que ce soit vraiment un travail d'exécution et c'est autre chose, quoi. Mais si on me demande de faire quelque chose, une série ou quoi,
je ne peux pas faire l'économie de ce que je suis, en fait. Donc, pour que je puisse le faire, il faut que je puisse me sentir libre de faire ce que j'entends, quoi. Et cette liberté, ça implique quoi? C'est-à-dire pouvoir travailler longtemps en amont, le tournage du film, pour pouvoir non, ça implique d'être libre de faire ce qu'on a en tête, en fait, d'être libre artistiquement, et pas de nous imposer ni des acteurs, ni... Ou alors c'est autre chose, ou alors on me dit... on veut que tu réalises tel scénario avec tel acteur, etc. Et là, je vois si ça m'intéresse ou pas, et je le prends comme un travail d'exécution, quoi. Mais c'est pas le même travail, je trouve. Et c'est quelque chose que vous pourriez faire, un travail de commande, comme on dit, ou d'exécution Je pourrais le faire si je le prends comme un exercice qui me permet d'essayer des choses que je peux pas essayer, ou un peu comme on fait de la publicité, quoi. D'accord. Mais ce serait plus alimentaire. D'accord. Avant de laisser un petit peu la parole au public, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre dernier projet, enfin votre dernier film, qui est le tournage s'est achevé juste avant l'été. Vous êtes en pleine période de mixage. Donc, nous dire quelques mots sur ce. Oui, c'est l'adaptation d'un livre d'Éric Reynard qui s'appelle L'amour et les forêts, et c'est avec Virginie Efira et Melville Poupeau, et c'est un vrai film d'angoisse. Voilà. Il y aura de la musique quand même dans ce film. Ah oui, il y a de la musique, et pas n'importe quelle musique, parce que c'est Gabrielle Yared qui a composé la musique, et elle est extraordinaire. D'accord. Donc c'est un film qu'on pourra voir si tout va bien l'an prochain. L'année prochaine. L'année prochaine, très bien. Il fait 1h40, ça je peux vous le dire, parce que je connais la durée. Oui, ça c'est quand même une des caractéristiques de vos films, c'est plutôt court. Oui, je ne fais pas des films très longs, c'est vrai. Ça lié un petit peu à des expériences de spectatrices parfois un peu douloureuses, parce que les films sont trop longs. Non, parce que les films de Keshi sont longs et je les adore. Non, c'est juste que je sais pas, pour l'instant, c'est mon mode de narration, quoi. On va pouvoir prendre quelques questions dans le public. Qui souhaite poser une question ? Un micro va circuler s'il n'y a pas de questions. Oui. Bonjour. Ça marche. Bonjour. Alors déjà, je trouve votre parcours de vie assez intéressant et inspirant. Donc merci de nous l'avoir présenté aujourd'hui. Et ma question, c'est, je suis étudiante en art du spectacle. Et j'aimerais savoir quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma. Merci. Alors, vous voyez, je ne sais pas si j'ai donné des conseils, mais quand même, je crois que la seule chose que je puisse dire, c'est de faire. Si on veut écrire, il faut écrire. Si on veut faire des films, il faut faire, il faut réunir. Alors, après, parfois, on est seul et c'est compliqué. Je crois que ce qui est important quand même, c'est de se constituer une famille. C'est-à-dire soit de faire... les écoles, ça sert à ça. Ça sert à rencontrer des gens avec qui on va fédérer des envies, créer des choses. Enfin, je pense que le cinéma, en tout cas, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait à plusieurs. C'est vraiment un art collectif. Et je pense que tous ces métiers qui sont... même le théâtre, c'est des troupes, il faut être à plusieurs. Donc il faut réussir à rencontrer ces gens-là. Et ces gens-là, on les rencontre soit en allant au théâtre, soit en allant au cinéma, dans les ciné-clubs. Donc il faut se nourrir de films, se nourrir de spectacles, de musique, de livres. Il faut rencontrer des gens. Et puis ensuite, il faut faire des choses, quoi. Il faut se lever le matin, réfléchir, qu'est-ce qu'on a envie d'écrire, observer la vie, observer les gens. C'est marrant parce que je suis allée au cinéma voir le petit Nicolas, là, qui a le petit dessin animé, le film d'animation sur Goscinny et Sampé, sur leur histoire d'amitié et tout ça. Et à un moment donné, c'est Goscinny qui dit « Mes idées me viennent en marchant dans la rue et en regardant les gens. Mes premières idées d'histoire et tout ça. » Et je crois beaucoup à ça. Il faut vraiment observer. Et puis après, ça dépend ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, je pense que la chose importante, c'est... de ne pas être seul, de s'entourer. Et pour s'entourer, il faut aller dans les endroits où il y a les gens qui ont la même passion, les mêmes envies, donc les ciné-clubs, les cinémas, les masterclass, les facs, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour.
Bonjour. Même si tout à l'heure j'ai vu votre film La guerre est déclarée, et même si je n'ai vu qu'une seule de vos créations, eh bien, vous avez gagné un admirateur. Et également, j'ai pour projet de devenir acteur. Donc, pouvez-vous donner un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans l'acting du cinéma? C'est compliqué parce que alors après, être acteur, c'est compliqué parce qu'acteur, c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est difficile à faire aussi tout seul. Mais en même temps, maintenant, il y a plein d'endroits pour pouvoir s'exprimer en tant qu'acteur même sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui font des petites vidéos, des trucs pour se faire repérer. Enfin, c'est pareil. Je crois qu'à un moment donné, moi, je ne crois pas que quelqu'un qui n'est pas doué pour quelque chose et qui n'a pas un désir très profond de le faire ne puisse pas, à un moment donné, le faire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais je ne crois pas qu'un acteur doué ne réussisse pas à être acteur. Je ne crois pas à ça. Je crois que quand on est doué pour quelque chose et qu'on travaille et qu'on a un désir qui est plus fort que tout, et ben on arrive à faire ce qu'on a envie de faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que votre vie est une source d'inspiration ? Ah oui. Alors, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose dont je parle beaucoup. C'est très intime ce que je vais vous dire, attention, mais ça va, on est entre nous. Dont je parle beaucoup avec ma psychanalyste parce que j'ai fait 16 ans d'analyse. Et mes films et mon analyse ont démarré en même temps. Donc j'ai commencé à faire des films en allant voir un psychanalyste. Et donc j'ai beaucoup réglé de choses inconscientes à travers mes films, en les sortant de moi. Et maintenant j'arrive à un moment de ma vie où les choses sont plus intériorisées et je les cherche dans des œuvres. Donc je suis plus dans... C'est-à-dire que je suis moins ma propre source d'inspiration que des œuvres ou des choses, des histoires voilà, qui passent par un biais autre que juste moi, mais dans lequel je m'y retrouve. Et donc c'est marrant parce que j'adapte là, coup sur coup, 2 livres. Un qui est L'amour et les forêts, là, que je suis en train de terminer, et un autre qui n'a rien à voir, que je commence à écrire et sur lequel je commence à travailler. Et c'est des livres. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus envie d'aller vers des choses qui ne sont pas complètement directement puisées chez moi. Mais je reste quand même... ma vie est une vraie source d'inspiration. D'ailleurs, c'est un vrai problème, parce que parfois, je vis une situation, je me dis « Ah, ça ferait un bon film !» Puis je me retiens un peu quand même, parce que c'est un peu un problème. Et je rebondis là-dessus. Est-ce que votre vie est une source d'inspiration et vos proches aussi ? Est-ce que il y a des scènes que vous vivez avec des proches ou des amis que vous voudriez réutiliser dans vos films ? Oui, mais je le fais d'ailleurs. Mais d'ailleurs, quand on crée des choses, quand on écrit, quand on est des voleurs, on dérobe tout à tout le monde tout le temps. Donc ça fait partie de notre travail. Mais les gens le savent. D'une certaine façon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je voulais savoir ce qui s'est passé avec votre fils. Vous avez dit que ça avait changé toute votre perspective sur votre vision de la vie et tout. Et je voulais savoir, ça a changé du jour au lendemain, votre perspective sur la vie, mais changer de façon de vivre et tout, ça a pris du temps. Et du coup, je voulais savoir si... je sais pas comment expliquer. Vous avez changé de manière de vivre par rapport à ça, et ça a dû prendre du temps. Je voulais savoir si c'était un processus qui prend du temps et tout. Non, en fait, quand je dis que ça a changé ma perception de la vie, plus, ça n'a pas changé ma façon de vivre. J'ai toujours vécu de la même façon. Mais ça a changé mon rapport au temps.
Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me disais, l'année prochaine, ça me paraissait être dans 1000 ans, quoi. Impatiente comme je suis et tout ça. Et en fait, quand on a des événements comme ça, où d'un coup, le temps est en suspens, et c'est comme si le temps n'avait plus la même unité. C'est comme si un mois, c'était comme 6 mois, ou comme un mois durait 1 an. Comme un temps qui s'arrête, en fait, qui est entre parenthèses, comme ça. Et bien, cette sorte d'impatience comme ça... Enfin, c'est comme si je m'étais dit, finalement, en 3 mois, je peux faire un film. 3 mois, c'est rien, et à la fois, c'est tout. Comme si le temps avait... Comme s'il y avait une urgence au temps. Comme s'il ne fallait pas le gaspiller. Comme s'il fallait... Voilà, il y avait quelque chose d'un peu vital, en fait, dans l'idée que le temps était quelque chose qui pouvait disparaître. C'est un peu ça que ça a changé. Je sais pas si c'est très parlant ce que je dis, mais par contre, ma façon de vivre, elle a toujours été la même. Mais c'est juste que je me suis... J'ai eu une urgence à faire les choses. Oui, c'est devenu important, quoi. C'est devenu... mais c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Ça nous dépasse un peu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, madame. Bonjour, vous avez évoqué que vous retournez vos scènes muettes. Pourquoi muettes? Pourquoi pas en playback comme Fellini le faisait? Et comment en fait vous les exploitez? J'arrive pas très bien à comprendre. Alors, pour ça, il faudrait venir de la salle de montage pour bien comprendre. Fellini, lui, il faisait du playback parce qu'en fait, il faisait pas de son direct. Donc c'était après, les acteurs disaient des choses qui n'étaient pas forcément ce qui était écrit, et après, ils le redisaient avec des acteurs de doublage. Moi, si je ne fais pas parler les acteurs, c'est justement pour pas qu'ils parlent. Pour pas je m'en fiche de les doubler après. Peut-être un jour, je ferai un film sans son direct, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, c'est des plans avec des acteurs qui ne parlent pas. Donc, ce sont des images qui sont autres que les prises que j'ai où ils parlent. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Si je filme une discussion entre 2 personnes et que je décide de la filmer en champ contre champ, c'est-à-dire de faire un plan sur l'un et puis ensuite un plan sur l'autre, et que la discussion est très rapide, eh bien, je vais avoir des difficultés au montage pour étirer le temps, parce qu'ils vont se donner la réplique tout le temps, ils vont parler tout le temps. Mais si je fais à un moment donné, bon, on va faire une prise muette, et que je décide de faire une prise muette sur l'un et une prise muette sur l'autre, et que je décide, par exemple, de leur faire dire une phrase au montage, de couper, de faire la réponse, de couper, et d'ensuite mettre l'autre qui ne répond rien, eh bien, je peux le faire. Et ça change toute la scène. Et je peux décider que la scène, elle s'arrête là, sur quelqu'un qui ne peut pas répondre. Mais ça, c'est des choses qui se réécrivent au montage, etc. Si je n'ai pas fait cette prise muette, je suis coincée. La scène restera ce qu'elle est. Je ne pourrai pas la transformer, en fait. Et c'est vrai que moi, j'aime bien au montage transformer le film. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui suit mon scénario. Ça ne m'intéresse pas du tout. Quand j'écris un scénario, après, je change tout, je fais un film, je ne filme pas mon scénario. Et après, au montage, c'est pareil, je reconstruis, je redéfinis le truc. Le cinéma, ça n'est que de la triche tout le temps. Enfin, pour moi, en tout cas, ma façon de le travailler, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a déjà eu, justement, à la phase de montage, vous avez vraiment radicalement changé le film, c'est-à-dire la structure du film? Ah oui, très souvent. Mais après, ça dépend. Il y a des films où c'est plus ou moins, mais il y a quand même des... Je trouve qu'on réécrit beaucoup de choses au montage, oui. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-haut. Après, ça reste les films que j'ai... Mais je crois que les films sont plus forts que nous. À un moment donné, ils nous dépassent, il faut les écouter. Les films, ils nous emmènent à un endroit. Madame Donzelli, je voulais vous poser une question par rapport à la symbolique des cigarettes dans 2 de vos films, à savoir La guerre est déclarée et Grandes ondes. Beaucoup de vos personnages fument beaucoup et je voulais vous demander si ça avait une symbolique particulière ou si c'était juste pour le style. Ah, pour le style. Alors, pour La guerre est déclarée, c'est parce qu'à l'époque, on fumait énormément et c'était vraiment le moment de la pause, de sortir de cet hôpital, d'aller fumer. Après, moi, j'ai arrêté de fumer longtemps.
Les Grandes Ondes, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Lionel Bayer. Lionel Bayer, il est non-fumeur, mais le film se passe dans les années 70, une époque dans laquelle on fumait beaucoup partout. Donc je pense que c'est plus lié à l'époque. Mais maintenant, c'est très rare que mes personnages fument dans les films, en fait. C'est marrant, c'est... Ce qui est plutôt bien, pas seulement pour une histoire de santé publique, c'est que très non, souvent, mais c'est des trucs de mode aussi, c'est vrai. Oui, souvent on dit parfois qu'il y a le fait qu'un acteur ou une actrice fume, c'est un peu une béquille, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas trop quoi faire de ses mains, il fume et parfois une certaine paresse à fumer pour pas faire autre chose, quoi. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien qu'ils fument pas pour ça aussi. Moi, ils fument plus dans mes films maintenant. Comme je fume pas, enfin moi je fume un peu, mais je crapote en fait. J'avale pas la fumée. On va prendre une dernière question, s'il y en a une. Ah, il y en a deux dernières questions, en haut, et puis ensuite monsieur, ici. Avec la réalisation de La guerre est déclarée, quels sentiments, quelles émotions, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à votre fils, ce que vous avez ressenti dans la vraie vie ? En fait, avec la réalisation donc, du film La guerre est déclarée, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce que vous avez voulu faire paraître ? Plus de la joie, de... Alors, en fait, quand il arrive quelque chose comme ce qui m'est arrivé, c'est une situation dans laquelle on est totalement passif, puisqu'on n'est pas médecin, on n'est pas chirurgien, on ne sait pas, on n'a pas les solutions. Donc on est obligé de se laisser faire d'une certaine façon. Et je crois que ma démarche par rapport à... Et j'ai été très reconnaissante envers nos hôpitaux, toute notre institution française de médecine, etc., qui nous a sauvés, en fait, qui a sauvé Gabriel, parce qu'on était vraiment on était au meilleur endroit pour sauver notre enfant, puisque la France était le pays le plus compétent pour ça. Donc c'était quand même une chance, des gens du monde entier qui venaient se faire soigner en France. Et je crois que quand j'ai voulu faire La guerre est déclarée, c'était une façon de reprendre possession d'une histoire dont j'ai été un peu, quelque part, dépossédée, dans laquelle j'ai pas pu faire grand-chose, quoi. Et donc de montrer aussi aux médecins quel était mon travail à moi. C'est-à-dire que j'avais vu le leur, et moi, d'une certaine façon, j'allais leur montrer le mien, et je suis allée dans tous les endroits où j'ai vécu cette histoire. Je suis allée à Necker, je suis allée à la Timone, à Marseille et tout ça. Tout est en décor naturel. Il n'y a pas du tout de décor. J'ai vraiment tourné dans les vrais hôpitaux. Quelquefois, il y avait des personnels qui faisaient de la figuration. Enfin, on travaillait avec les malades et tout. On était tous ensemble. Et en fait, l'émotion que j'avais en faisant le film, elle était forcément très différente de celle que j'ai eue pendant que j'ai traversé toute cette période, d'abord parce que c'était longtemps après. C'était pas comme si ça venait de m'arriver, puis bing, je fais un film, quoi. Il y a quand même eu des années qui se sont passées. Et ensuite, j'étais dans celle du cinéma et du travail. Donc, chargée par cette force-là qui est celle du cinéma et du travail. Et je crois que c'était assez difficile, d'ailleurs, de retourner sur les lieux et de voir d'autres familles dans la même situation que moi il y a quelques années auparavant. C'est vraiment des situations extrêmement douloureuses, extrêmement graves. Et ce que j'avais envie de raconter dans le film, c'était pas cette histoire, cette douleur intime, je voulais pas la raconter parce que ça c'est la mienne, c'est mon histoire et jamais j'en parlerai. Et ce que j'avais envie de raconter, c'était vraiment justement un film pour donner du courage, quoi. C'était vraiment un film dans la pulsion de vie. Voilà, je ne sais pas comment dire, c'était comme un geste, comme un... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense. Merci. Et monsieur ? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, en tant que réalisatrice, comment vous vous comportez vis-à-vis des acteurs ? Est-ce que vous leur laissez la liberté ? Comment est-ce que vous réalisez vos films ? Alors, ça, c'est un peu compliqué, d'ailleurs, je pense, pour les acteurs, parce que comme je suis aussi actrice, peut-être je suis assez directive, quand même.
Mais ça dépend des acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui vont être très précis. Et en fait, il faut s'adapter à l'acteur qu'on a en face de soi. Mais je pense que c'est pas forcément évident pour les acteurs d'être dirigés par un acteur, peut-être. Parce que il peut avoir une idée précise des choses et il faut laisser quand même la place à l'autre pour interpréter, quoi. Sinon, c'est des marionnettes. Mais par exemple, il y a une chose que je fais pas du tout, c'est diriger des acteurs à l'oreillette. Il y a des metteurs en scène qui font ça, qui mettent des oreillettes dans les oreilles des acteurs et qui leur disent le texte de la façon dont ils doivent le dire. Ça, pour moi, c'est insupportable. Je pourrais pas faire ça. Par contre, je pense que pour un acteur, ça doit être marrant, finalement, parce que ça doit le dédouaner de quelque chose. Mais moi, je trouve ça trop violent, en fait. Je trouve que c'est vraiment faire de l'acteur une sorte de petite poupée. Je sais pas, je trouve ça un peu dur. Mais bon. Il faut accepter aussi de perdre quelque chose. En fait, je crois que quand on fait des films, il faut accepter de perdre quelque chose. À un moment donné, on peut pas... Si on veut... C'est un peu ce que dit Georges dans Nona et ses filles, cette phrase très forte de Georges qui dit il faut accepter de perdre quelque chose si on veut gagner autre chose. Je pense que c'est un peu quelque chose pour tout, qui est valable, qu'on peut se dire tous les jours, pour tout. Je trouve que ça va faire une très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup Valérie Donzelli pour cette passionnante leçon de cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, chère Valérie, à Arras, on n'a pas de trophée, mais il y a un cadeau pour notre invité d'honneur. Et ce cadeau, il est réalisé, c'est une lithographie réalisée par Luc Brévard, qui est artiste plasticien. Et voilà. Oh là là, mais quel honneur! C'est un petit moment intime avec vous. Oh! Merci à tous. Au revoir.